Tout commence à l'aube des temps, quand un amas de poussière d'étoiles, errant dans l'espace, traverse un champ électromagnétique. Cet amas est alors flashé par les ondes lumineuses et sa poussière, jusque-là inerte, se transforme en cellules, des unités biologiques vivantes qui bougent et se multiplient. Cet amas lourd de cellules poursuit son voyage et quand il se heurte à des corps célestes, il y dépose les clés de la vie. Cependant, si ces corps célestes ne sont pas dotés d'eau liquide et d'un climat propice, les cellules meurent. Mais quand cet amas rencontre la Terre, riche en eau et réchauffée de rayons solaires, les cellules trouvent les conditions idéales pour se reproduire. Apparaissent alors les premières formes de plantes et d'animaux terrestres qui, au fil de 3,5 milliards d'années, s'éteignent en masse et réapparaissent à maintes reprises, tout cela aboutissant aux plantes et aux animaux actuels. Puis, une espèce de primate mute et devient l'homme, un humanoïde qui se distingue de tout être vivant. Il en va de même sur les autres planètes, car les lois fondamentales sont identiques partout dans l'univers. Ainsi, quand d'autres amas lourds de cellules se heurtent à d'autres planètes fertiles, ils produisent un système essentiel similaire au terrestre, comprenant également les humanoïdes. Il y a donc plusieurs espèces humanoïdes dans l'univers, dont la plus ancienne, les Amis, est au sommet de l'évolution humaine. Les Amis communiquent télépathiquement avec tout être vivant. Leur espérance de vie est millénaire et ils ne se reproduisent pas sexuellement, comme dans le monde animal, mais sélectivement par clonage. Leur technologie est si avancée qu'ils utilisent les fréquences sonores pour corriger les orbites des corps célestes et déplacent leur image holographique dans l'espace et dans le temps, s'interconnectant à plusieurs lieux de l'univers. L'univers est immense. Ces corps célestes voyagent dans l'espace, comme le font les nuages dans le ciel et les feuilles tombées sur les fleuves, et dans cette balade vers l'infini, ils s'assemblent en 200 milliards de galaxies de toutes formes et de toutes dimensions. La plus belle ressemble à une goutte de lait, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Elle est microscopique par rapport à l'univers, mais elle contient des centaines de milliards d'étoiles et de planètes de toutes les couleurs, tournant sur elles-mêmes comme des billes. La Voie lactée, aussi, est habitée par des milliers d'espèces humanoïdes. Les plus connus sont les Arcturiens, des androgynes de la planète Arcturus, orbitant dans la constellation du Bouvier. Maîtres de l'énergie, les Arcturiens sont les auteurs des crop cycles, des dessins tracés sur le sol des planètes. En collaboration avec les Végans de la constellation de la Lyre, les Arcturiens produisent des corridors interdimensionnels dont la base est positionnée sur un anneau de Saturne dans notre système solaire. Saturne aussi est habité. Sur la plus grande de ces planètes vivent les Titans, des humanoïdes pacifiques et évolués. D'autres humanoïdes bienfaisants de la Voie lactée sont les Sirians de Sirius, la plus lumineuse des étoiles de la constellation d'Orion,
limitrophes du système solaire. Les humanoïdes de la Voie lactée ne sont pas tous bienveillants. Les grands gris et les petits gris de la constellation australe du réticule sont cruels et sans émotion. Ils patrouillent l'espace pour piller les planètes habitées. D'autres pirates du cosmos sont les Anunnaki, qui ont quitté le système de Némésis pour s'installer sur Nibiru, une planète dont l'orbite elliptique rentre et sort du système solaire tous les 3600 ans, ce qui leur permet de débarquer sur la Terre à des dates précises. Mais les humanoïdes les plus méchants de la Voie lactée sont les reptiliens de la planète Alpha Dragon. Il y a 300 000 ans, mus par l'instinct de propager leurs gènes malveillants, les reptiliens infectent un groupe de titans. Alertés, les Amis repoussent les infiltrations reptiliennes et pour arrêter la contamination, mettent en quarantaine les titans infectés, les confinant sur la planète Terre. La Terre a une histoire particulière. Quand le système solaire s'est formé, il y a 4 milliards d'années, il n'y avait pas de vie sur ces planètes. La Terre n'existait pas. 500 millions d'années plus tard, une planète sort soudainement de son orbite et tournant à l'envers, s'abat sur la plus grande planète du système solaire, Tiamat. Dans la collision, les deux planètes se désintègrent et de leurs morceaux naissent la Terre, la Lune et une ceinture d'astéroïdes. C'est ce que les Anunnaki racontent aux Sumériens qui transcrivent la création de la Terre dans leur poème l'Enuma Elish. Ces informations sont exactes. Les scientifiques modernes ont élaboré à l'ordinateur les événements cosmiques qui ont donné naissance à la Terre. Tout correspond à merveille. Cependant, d'où les Anunnaki tiennent-ils ces informations ? Il est incroyable que quelqu'un puisse connaître, dans les détails, un événement cosmique qui a eu lieu il y a 3,5 milliards d'années. Cet événement semble piloté, car il place la Terre dans la juste position pour recevoir la vie dans les meilleurs délais. Au tout début, la Terre est recouverte d'un océan sur lequel flotte une grande île, dont la forme et le nom changent selon les ères. Mais il y a 200 millions d'années, la grande île se morcelle en continents à la dérive, avec les plantes et les animaux qu'ils hébergent. Il y a 4 millions d'années, un genre de primate, aujourd'hui appelé l'Australopithèque, apparaît sur le continent africain. C'est un singe qui vit sur les arbres et se nourrit de tubercules et de fruits. Mais il y a 2,3 millions d'années, son volume cérébral augmente soudainement de 450 à 600 cm3, le transformant en une nouvelle créature, l'Homo habilis. Comment cela a-t-il été possible? C'est un mystère. Un changement génétique si fort entraîne la mort. La science et les religions ont élaboré une multitude de théories sur cette mutation inédite dans l'histoire de la nature. Certains pensent qu'elle est due à la consommation régulière d'un champignon hallucinogène qui a atrophié certaines cellules du cerveau de ces primates, laissant place à d'autres cellules qui sont devenues plus performantes. D'autres pensent que c'est un dieu qui est intervenu, ou les Amis extraterrestres, ou que c'est une exception qui confirme la règle. Les Homo habilis se reproduisent avec succès, et 300 000 ans plus tard, ils se sont même améliorés.
leur capacité crânienne augmente à 850 cm3 et ils deviennent une nouvelle créature, l'Homo erectus. Un tel saut évolutif a besoin de centaines de millions d'années pour aboutir, mais les Homo erectus y parviennent très bien. Perdre les gros poils, les défenses, marchent exclusivement debout et sont prêts à devenir les hommes de la Terre. La Terre est bien connue par les Amis qui, il y a 300 000 ans, transportent au Groenland les titans infectés. Le Groenland, à cette époque, est un archipel au climat tempéré qui se termine par une grande île donnant l'impression d'une étoile filante au beau milieu de la mer. Quand les titans arrivent, leur chef, Cronos, pour ne pas oublier leur planète perdue, trace sur le sol de la grande île d'énormes cercles similaires aux anneaux de Saturne, redessinant le ciel natal dans sa nouvelle demeure. À vrai dire, Cronos fait cela pour trouver grâce aux yeux de Rhea, la plus belle de ses demi-sœurs. À leur fils aîné, le titan Atlas, Cronos donne en héritage la péninsule tout entière, qui prend dès lors le nom d'Atlantide. Les titans ont l'arrière du crâne allongé, leur espérance de vie est millénaire et ils sont technologiquement avancés. Pour produire l'énergie motrice, la lumière et tout ce dont ils ont besoin, ils construisent près des fleuves des amplificateurs colossaux en forme de pyramide, capables de générer des fréquences sonores à partir de jets d'eau. Atlas passe son temps à regarder les étoiles, scrutant ce monde céleste dont il est descendu. Il calcule les orbites des planètes, invente l'astronomie, et tout comme son père, il tombe sous le charme d'une demi-sœur, la bellissime Pléionée. Ils ont 14 fils, 7 femelles et 7 mâles, les Atlantes. À chacune de ses filles, toutes très belles, Atlas donne le nom des étoiles de la constellation des Pléiades. Et à chacun de ses fils, tous charmants, Atlas donne en héritage une île de l'archipel. Quand le patriarche Cronos meurt, Atlas et ses fils lui consacrent un temple entièrement couvert d'ivoire. Sur son toit, 100 pinacles d'argent s'élèvent vers le ciel, disparaissant dans les nuages. À l'intérieur du temple, formant un unique bloc d'or, se dresse majestueuse la statue de Cronos, debout sur son char, tenant les rênes de 15 dauphins ailés représentant Atlas et les Atlantes. Tout autour du temple, des ponts romantiques enjambent de petits lacs, alternant avec de délicieux jardins pleins de fleurs et de parfums. En explorant la Terre, les Atlantes s'aperçoivent qu'en Afrique vivent les Homo erectus, ces primates très particuliers. Alors, emplis de curiosité, ils décident d'en ramener un troupeau en Atlantide afin de les étudier. Les Erectus sont des humanoïdes sauvages aux traits simiesques, mais comprennent beaucoup de choses. Ils sont si aimables que les Atlantes s'attachent à eux et en font des compagnons de voyage dans leurs explorations du monde, les disséminant çà et là en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Entre-temps, le transport des titans sur la Terre n'a pas échappé à l'observation de certains humanoïdes de la Voie lactée dont l'intérêt varie entre la curiosité scientifique et le pillage. La Terre, en effet, est une proie magnifique, riche en eau, en combustibles fossiles et en minéraux précieux,
Cette planète est une tentation trop forte pour les bandits de l'espace. Se déclenchent alors des combats terribles dans le ciel et sur le sol terrestre entre les Amis, les Anunnaki, les reptiliens et les gris, tous contre tous. Mais les Anunnaki possèdent les armes les plus puissantes. Ils chassent les antagonistes et s'approprient la Terre, Mars et la Lune. Arrivés sur la Terre, les Anunnaki ne considèrent pas les quelques Atlantes comme un danger. Ils les laissent donc tranquilles sur leur île du Nord, entourés d'un océan immense. Les Anunnaki préfèrent la Mésopotamie. Leur roi, Anu, établit sa base à Eridu, qui veut dire maison loin de la maison, laissant à Enlil, son fils héritier, le commandement de la mission terrestre et à son autre fils, Enki, le commandement des gisements de métaux précieux en Afrique, dans l'actuel Zimbabwe. Mais un problème grave entrave les excavations. Les Anunnaki, affectés aux mines, refusent de travailler. Ce sont des individus durs, engagés comme pirates et non pas comme mineurs. Ils menacent même de tuer leur chef. Dans la Bible hébraïque, qui reprend 2000 ans plus tard les écrits sumériens, cette émeute est décrite comme la rébellion des anges désobéissant aux ordres de Dieu. Selon les écrits sumériens, Nammu, la mère de Enki, donne raison aux révoltés et trouve même une solution. Elle affirme que non loin des mines vivent des primates, bons à creuser la terre, les Homo erectus, et qu'il suffit de les rendre plus intelligents et de les mettre au travail à la place des rebelles. Enlil, chef de la mission, refuse de les modifier génétiquement, mais comme les travaux traînent, de mauvaise grâce, il finit par accepter. Ainsi, il y a 250 000 ans, les médecins Anunnaki greffent l'ADN de Niursag, l'épouse d'Enki, à l'ADN d'une femelle Erectus, et après de nombreux essais, celle-ci génère l'Homo sapiens, l'ancêtre des hommes actuels. Le volume de son cerveau double presque par rapport à l'Homo erectus, passant de 850 à 1450 cm3, sa taille atteint 2 mètres, et étant produit à l'image des Anunnaki, ils développent leurs aptitudes belliqueuses. L'inoffensif cueilleur de tubercules est devenu un chasseur impitoyable. Pourtant, bien que fiers et adroits, les Homo sapiens ne peuvent pas rivaliser avec les Anunnaki, qui les prennent pour des animaux. Les sapiens, les moins chanceux, sont contraints à creuser dans les gisements, d'autres sont destinés aux travaux des champs et à l'élevage, et les plus courageux s'échappent, formant des tribus de nomades sauvages. Il y a 100 000 ans, un grand froid frappe le nord de la Terre, le recouvrant d'une calotte de glace. Le Groenland gèle. Mais les Atlantes s'abritent dans le sous-sol, exploitent les courants souterrains d'eau chaude et continuent leur vie avec leurs compagnons domestiqués, les Homo erectus. Le grand froid ne s'étend pas jusqu'en Afrique. Le travail dans les mines est en plein essor. Au sud du continent, les archéologues modernes ont trouvé une grande quantité de constructions circulaires datant d'environ 130 000 ans. Ce ne sont pas les traces d'une ancienne civilisation, mais des bassins de triage où les Homo sapiens travaillaient dur pour les Anunnaki, n'ayant d'autre droit que de recevoir un repas. Les sapiens et les erectus
ne sont pas les seuls homos de la Terre. Il y a les ergastères en Afrique, les floresiensis en Indonésie, les lusonensis dans les Philippines, les denisovensis en Russie, les heidelbergensis en Allemagne, les néandertals en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale, et tant d'autres genres homo différents entre eux, comme le sont les gorilles, des chimpanzés et des babouins, ou les lions, des tigres et des chats. Qui sait à quoi ressemblaient nos frères préhistoriques et ce qu'ils pensaient? Il y a 60 000 ans, alors que les genres Homo sont tous en voie d'extinction, l'Homo sapiens réalise le bond évolutif le plus extraordinaire de l'histoire du monde. Il se dote de la pensée symbolique. En extrayant des symboles mentaux inédits à tout organisme, l'Homo sapiens élabore l'avenir, l'infini et le transcendant. Il discute de troc et de sentiments, s'interroge sur le fonctionnement du monde et devient l'homme actuel, notre ancêtre à nous, les hommes de la Terre. Nous ne savons pas si la pensée symbolique vient de la nature ou des laboratoires Anunnaki, ou si c'est un effet à long terme des mutations de l'Australopithèque. C'est un autre mystère inexplicable. Ce processus est comparable à la vue redonnée à l'aveugle, ou au son rendu au sourd, et ce n'est que l'une des capacités humaines, car il y en a d'autres encore inconnu. L'évolution du cerveau dépend des connexions entre ces neurones, ce qui laisse entrevoir des possibilités infinies pour un homme au top de ses capacités cognitives. Mais l'homme de cette époque est encore soumis aux Anunnaki, et s'il s'échappe, il est attaqué par les fauves, les autres nomades. Il y a 15 800 ans, la planète des Anunnaki, Nibiru, se rapproche à nouveau de la Terre, causant à chaque fois des bouleversements sur la surface terrestre. Cela alarme les Atlantes, cachés dans le sous-sol du Groenland, qui envoient alors un petit groupe de leurs scientifiques en exploration dans le monde, afin de comprendre ce qui se passe. Bientôt, des individus non humains, au crâne allongé et au sang RH négatif, arrivent au Nil et se présentent à Amon, le roi héros qui règne en Égypte. Les rois héros sont des géants générés par un Anunnaki et une femme native des lieux et ont pour tâche de surveiller les peuples. Amon a fait sculpter le Sphinx, un mégalithe énorme en forme de lion. Et quand les Atlantes lui proposent d'édifier des structures plus complexes, telles que les pyramides, il est très intéressé. Et plus encore, quand les Atlantes lui confient que les pyramides peuvent produire des ondes sonores de très basse fréquence, capables de pomper l'essence vitale d'un être vivant et de la transférer à un autre, prolongeant ainsi sa vie. Il y a environ 13 000 ans, sous la direction des Atlantes et supportés par la technologie Anunnaki, les ancêtres des Égyptiens construisent la plus grande pyramide du monde, impossible à réaliser de nos jours, permettant ainsi à l'ancienne Égypte de débuter son rite du prolongement de la vie. En remerciement, Amon donne à Ménès, le chef des Atlantes, le titre nobiliaire et héréditaire de pharaon. Il y a 10 000 ans, la grande glaciation s'achève.
La montée des eaux engloutit les petites îles et le Groenland rétrécit, mais se libère du grand froid. Les Atlantes et leurs Erectus sortent alors des souterrains et reprennent leur vie en plein air. Pendant cette période exubérante, les Atlantes chérissent si fort les Erectus qu'ils leur implantent les gènes titans afin d'engendrer une lignée avec eux, et 1000 ans plus tard, les descendants des Atlantes sont tous moitié titans, moitié Erectus. Mais leur côté animal les pousse constamment à la traque. Si bien qu'un mauvais jour, leur roi décide de conquérir le monde comme dans une action de chasse collective. Ils sautent alors en hurlant sur leur navire de guerre, traversent d'un bond l'océan Atlantique et se lancent au brutal abordage des côtes européennes, prêts à détruire tout être vivant. Mais les nouveaux Atlantes sont observés. Anu, le roi des Anunnaki, averti de ses préparatifs de guerre, est pris d'une colère terrifiante. Il rejoint le roi des Atlantes et lui jette sa colère au visage. « Toi, tu t'assois sur un trône et tu te prétends roi, mais tu n'es qu'un singe. Pour te punir de ton ambition, je te plongerai dans l'abîme. Je te le dis, moi, Anu, le seigneur de la terre. » Aveuglé par la colère, Anu ordonne à Neis, sa fille préférée, de déclencher les armes terribles. Et Neis s'en fait un plaisir. Elle monte sur la machine de guerre et du haut du ciel abat sans délai la plus puissante des armes terribles sur Atlantide. C'est une catastrophe sans précédent. Le soleil s'obscurcit et la lune prend la couleur du sang. Dans une tempête de feu, la voûte céleste s'enroule comme un parchemin et les étoiles s'abattent sur un tiers des terres et des eaux. Au milieu de ce désastre, submergé par d'énormes vagues d'écume, le sol de l'Atlantide se soulève d'un côté et reste suspendu dans l'air. Puis il s'effondre en morceaux, englouti par la mer, avec tous ses habitants. On raconte que le roi des Atlantes voulut se sauver. Il se réfugie, avec sa cour, dans une caverne scellée par d'énormes plaques d'or et d'argent. Mais tout est balayé par les flots, et aujourd'hui encore, de nombreux aventuriers cherchent ce trésor. Sur les côtes européennes et américaines, une vague géante avance, cachant le ciel. C'est le déluge universel. Les hommes et les animaux qui ne réussissent pas à atteindre les montagnes sont engloutis par les eaux et périssent noyés. Le plus tragique est que ces coups déplacent la terre. Les bombardements de Neis contraignent la terre à tourner en sens inverse, comme la roue d'un potier. Le monde est sur le point de basculer, provoquant un désastre total. La vie tout entière aurait disparu si Enki, le fils cadet du roi Anu, ne s'était pas ému de cette hécatombe. Enki persuade Anu de stopper ce carnage. Ensemble, ils crient à Neis de s'arrêter. Mais aveuglée par la fureur, elle tire toujours, faisant semblant de ne rien entendre. Alors, Enki, qui connaît bien les femmes, verse dans l'océan Atlantique 7000 jarres de bière, formant un grand miroir couleur de bronze. Neis s'arrête. Et comme elle ne peut pas résister à la tentation de se regarder,
Elle s'admire dans la bière, puis s'y plombe et s'y abreuve, oubliant sa colère. La terre se stabilise, mais le nord du monde est une mer de boue. Atlantide est engloutie par les eaux, et de sa flotte ne reste que 3 navires de guerre que les énormes vagues issues des bombardements ont poussés au sud de l'Amérique. Les Atlantes, survivants, débarquent alors au plus vite sur les côtes brésiliennes et après avoir adapté leurs bateaux à la navigation fluviale, pénètrent le territoire et s'installent entre la Bolivie et le Pérou, à Tiahuanaco, au bord du lac Titicaca. Dans ces lieux, les Atlantes recommencent leur vie, donnant origine à la civilisation sud-américaine avec son agriculture et ses pyramides. Ainsi construisent-ils au Mexique une pyramide dont le périmètre est identique à celui de la grande pyramide de Gizeh. Grâce à leur savoir, les Atlantes sont élus rois et reines, mais leur espèce est fragile et ils s'éteignent bientôt. Alors les autochtones recouvrent de terre leurs lieux symboliques, les piétinent et les oublient, reprenant leur vie de sauvages. Il y a 8600 ans, comme prévu, Nibiru se rapproche, mais à cette époque, la mission terrestre ayant perdu de son intérêt, plusieurs Anunnaki quittent la Terre. Comme à chaque fois, le passage de Nibiru cause de terribles tremblements de terre. Cela aggrave la situation dans le nord du continent européen, hyperboré, encore recouvert de boue par les effets des feux inconsidérés de Neth, territoire actuellement occupé par les puissants Oses. Les Oses sont des nobles Anunnaki de premier rang, inférieurs à la famille royale avec laquelle ils sont apparentés. Anu leur a donné le nord de l'Europe, ils y ont fondé des nations et sont considérés comme des dieux par les hyperboréens, les hommes de leur suite. Mais tout est maintenant submergé par la boue. Ness, la très fière fille du roi Anu, est une Ose. Elle a fondé sa ville dans la mer du Nord, sur le sommet des terres qui réunissaient jadis les Orcades au Shetland. Elle a averti le roi Anu de l'invasion des Atlantes et elle a personnellement détruit Atlantide. Pourtant, les Oses sont mécontents de sa gestion des armes. Par dérision, ils l'appellent la déesse de la guerre. De plus, une grosse météorite tombe sur l'actuelle Lettonie, causant une explosion terrible et beaucoup de peur. Pire encore, Marduk, le puissant fils d'Enki, arrive en Hyperborée. C'est une mauvaise nouvelle. Là où il y a Marduk, il y a la guerre. Il veut remplacer Anu au pouvoir et cherche des alliés. Anu lui a donné la Mésopotamie, le territoire le plus convoité, mais Marduk veut un empire. Il fonde Babylone, arme ses hommes et envahit l'Égypte, mais comme il est repoussé d'Égypte, et même chassé de Babylone, il se réfugie chez les Oses, qui eux aussi veulent accéder au trône. Comme prévu, les propos conspirationnistes de Marduk poussent les Oses à la discorde, si bien qu'ils se divisent en deux factions rivales, une fidèle à Marduk et l'autre au roi Anu. Bientôt, la guerre totale éclate entre les peuples hyperboréens. C'est la première grande bataille de l'humanité, de la Finlande à la Suède et jusqu'au nord de l'Allemagne.
ce qui est confirmé par les archéologues modernes qui en ont trouvé et daté les traces. La guerre se termine il y a environ 7000 ans, quand les Oses, fidèles à Marduk, chassent leurs adversaires hors de la Scandinavie et réunissent leurs clans, formant le peuple des Proto-Germains. Quant aux Hyperboréens vaincus, ils s'échappent par les fleuves et par la mer vers les îles italiques et grecques qu'ils colonisent, formant de nouveaux peuples tels les Chardanes, les Étrusques et les Mycéniens. Pendant cette période embryonnaire de l'histoire du monde, naissent les premiers récits détournés. Homère cite les guerres hyperboréennes comme s'étant passées en Grèce alors qu'elles ont eu lieu en Estonie, quelques millénaires auparavant. La Bible raconte que l'exode hébraïque a eu lieu au Moyen-Orient, alors qu'il y a des traces de lieux et de noms bibliques et égyptiens au cœur de l'ancienne Europe du Nord. Cela mène à la confusion totale. Platon cite Atlantide, la plaçant face aux colonnes d'Héraclès, qui peuvent être en Sicile ou à Gibraltar, mais ces colonnes sont situées sur les côtes de l'Irlande du Nord, dans la gigantesque formation volcanique de la chaussée des Géants, qui débouche juste en face de l'Islande. Sur le sol de ce qui reste de l'ancien Groenland, les archéologues modernes ont trouvé les traces d'un cours d'eau artificiel qui coupe linéairement l'île en deux. Il y a environ 5000 ans, comme prévu, Nibiru rentre à nouveau dans le système solaire et s'approche de la Terre. Cette fois-ci, les Anunnaki partent presque tous. Seule une dizaine de militaires et quelques jeunes décident de rester. Parmi ces jeunes, il y a Neth, la fille préférée du roi Anu. Neth est une vierge, Ose, du plus haut rang, et c'est elle qui a personnellement demandé à rester sur la Terre. Elle a un compte à régler avec Marduk. Bien qu'encore très jeune, Neth a un passé glorieux. Elle a fondé une ville et elle a même détruit Atlantide. Les intrigues de Marduk l'ont obligée à prendre parti pour les Oses vaincus, fidèles à son père Anu, et elle a dû s'enfuir en Égypte, près du delta du Nil, avec sa cour de dieux et d'humains. Mais Marduk la poursuit même en Égypte. Alors Neth s'enfuit en Grèce, où les autochtones l'appellent Athéna, et, protégée par Anu, appelée Zeus, elle s'installe dans une plaine d'Attique, où elle fonde sa deuxième ville. Les anciens Grecs appellent Première Athènes la ville qu'elle a fondée dans la mer du Nord, et Deuxième Athènes la ville fondée en Grèce. Mais même en Grèce, Athéna ne trouve aucun répit. Son demi-frère, Apollon, resté lui aussi sur la terre, s'installe à Sparte, non loin d'Athènes, et la défie en se disant dieu de la guerre. Pour Athéna, l'heure est au combat. Heureusement pour elle, les Athéniens de cette époque sont des hommes extraordinaires, farouches guerriers et habiles commerçants, qui ont fait d'Athènes la plus riche des cités grecques. Cependant, après la splendeur, les Grecs connaissent la décadence. Athéna est déçue, mais regardant autour d'elle, elle retrouve dans les légions romaines cet esprit guerrier digne de ses ambitions. Alors, en véritable déesse de la guerre, elle se transporte à Rome, qui, grâce à elle, devient maîtresse du monde.
Un autre jeune Anunnaki, resté sur la Terre, est Yahvé. Cousin de Marduk, Yahvé est trop jeune pour que lui soit attribuée une nation. Il veille alors avec son épouse et demi-sœur Ashéra sur une petite cité de la Phénicie bordant la Méditerranée. Mais ils en sont chassés par leur puissant voisin, l'Anunnaki Baal. Sauvés par Marduk, qui les ramène en Mésopotamie, le père de Yahvé, El Shaddai, leur donne alors une famille de Sumériens sur laquelle veiller. Cependant, Yahvé et Ashéra n'aiment pas les steppes mésopotamiennes. Ils leur préfèrent les côtes de la Méditerranée. Alors, dans le but d'y retourner, Yahvé promet à la famille de Sumériens la terre heureuse de Canaan, là où le lait et le miel coulent à flot. C'est une région voisine de la Phénicie, à plus de 1000 kilomètres, et les chefs de cette famille sont hésitants. Ils craignent que leurs gens soient tués au cours de la migration, mais Yahvé les rassure, montrant son arme destructrice, et les amène dans le désert pour les entraîner au combat. Une génération plus tard, ils sont devenus une armée. Ils écrasent les tribus qu'ils trouvent sur leur passage, se dirigent vers la terre promise, passent le Jourdain, conquièrent la terre de Canaan et forment le peuple hébraïque. Leur Dieu est Yahvé. Lui et Ashéra peuvent s'estimer satisfaits. Ils sont revenus à la Méditerranée et méditent même une vengeance contre Baal, mais ils découvrent bientôt que la douce Canaan, l'actuelle Palestine, est une terre dangereuse, entourée de peuples belliqueux. Les Hébreux sont systématiquement pillés et réduits en esclavage, tandis que pour Yahvé et Ashéra, le plus grand danger vient de Rome. Car les Romains occupent la Palestine et Athéna, qu'ils appellent Minerve, se réjouit à l'idée d'écraser les partisans de Marduk. Alors Yahvé organise une rébellion contre les troupes romaines. Il ordonne à l'archange Gabriel d'œuvrer génétiquement sur des femmes juives afin qu'elles génèrent des guerriers supérieurs, et c'est ainsi que naissent Jean-Baptiste et Josué. Mais ils ont contre eux l'armée la plus puissante du monde. Les Romains écrasent les rebelles et Yahvé disparaît à jamais. C'est le tout début de notre ère. Avec Yahvé disparaissent de la scène Athéna et les autres dieux. Les chroniques du monde citent encore des objets volants, peut-être les Amis, mais ne parlent plus de la présence physique des Anunnaki sur la Terre. Nous ne savons pas s'ils l'ont quitté, s'ils se cachent sur les montagnes, ou s'ils sont sur la Lune ou sur Mars. Nous savons que vers l'an 600, quand Nibiru se rapproche à nouveau de la Terre, un être non humain réapparaît. C'est toujours lui, l'archange Gabriel, qui annonce à Mahomet l'existence du dieu Allah. Mais les Hébreux se moquent de Mahomet. Commence alors une guerre haineuse entre les musulmans et les Hébreux, suivie après la mort de Mahomet d'un conflit fratricide entre musulmans qui se poursuit de nos jours. Dans le reste du monde, depuis que les Anunnaki se sont désintéressés de la Terre, les rois ont pris les rênes du pouvoir. Les premiers rois étaient des hommes améliorés par une intervention génétique sur leur mère, et ils portaient les ordres des Anunnaki. Maintenant, ce sont les fils des rois qui donnent les ordres.
Se disant descendants des dieux, ces nouveaux rois suivent la coutume Anunnaki, formant avec leur famille une classe privilégiée, la noblesse. Et tout autant que les Anunnaki, ils se font la guerre entre eux, s'épousent entre frères et sœurs, et considèrent les gens du commun comme des animaux. Pour se protéger des mécréants, les nobles forment au sein de leur propre caste deux autres classes privilégiées, les militaires et le clergé. Les militaires utilisent les armes et le clergé le châtiment divin. Comme personne n'a envie de mourir ou de contrarier Dieu, il n'est pas difficile aux nobles de s'enrichir par une succession impunie d'abus, de détournements de fonds, de meurtres et de pillages. Les enfants des nobles naissent si riches qu'ils grandissent habitués aux hommages des paysans, à la bénédiction de l'Église et disposant d'énormes sommes d'argent. Devenus adultes, ils forment une poignée de privilégiés qui se combattent pour le pouvoir absolu, mais qui sont tous d'accord pour imposer la vie des gens du commun selon leur bon vouloir. Comme les descendants des nobles dilapident vite leur richesse, aux trois classes privilégiées va s'en ajouter une quatrième, les financiers. Les financiers n'ont pas de préjugés sur les classes sociales. Ils prêtent indistinctement de l'argent aux nobles, aux militaires, aux prêtres et à la plèbe, se faisant ainsi toutes sortes d'amis redevables. Bailleurs de toutes les révolutions et de toutes les guerres du monde, ces nouveaux privilégiés financent les États accablés par ces guerres, tout en exigeant de ces mêmes États qu'ils ne s'immiscent ni n'interviennent dans leurs affaires et combines secrètes. En 1789, la Révolution française donne un avertissement très fort aux privilégiés, abolissant la noblesse et calmant le clergé. Mais le général révolutionnaire Napoléon Bonaparte se proclame empereur catholique et tout redevient comme avant. Au siècle suivant, la donne change. Les monarchies passent au statut constitutionnel ou deviennent des républiques laïques, tandis que les nobles, les militaires et le clergé perdent progressivement de leurs prérogatives. Il ne reste qu'une seule classe privilégiée, les financiers, dont les chefs sont devenus plus riches que l'État le plus riche du monde. Quand il s'agit de faire du profit, les financiers sont prêts à tout. En 1815, l'un d'eux gagne une fortune en diffusant un mensonge colossal, la plus légendaire des fake news. Immédiatement informé par un pigeon voyageur de la défaite de Napoléon à Waterloo, ce financier se précipite à la bourse de Londres, hurlant que Napoléon a gagné la guerre. Dans le désarroi général, les entreprises anglaises se croient ruinées et vendent à petit prix leurs actions à ce financier, qui les revend plus tard au prix courant, lorsque la défaite de Napoléon est officiellement annoncée. Au XXIe siècle, c'est toujours une poignée de financiers sans scrupules qui donnent les ordres au gouvernement du monde. Même les présidents les plus autoritaires ont du mal à calmer les prétentions des groupes financiers. Car ces derniers ont formé le Deep State, un État profond au sein de tous les gouvernements et dont la richesse peut ruiner ou favoriser n'importe quel homme ou n'importe quel État. Pour leur part, les financiers sont de bonne foi. Ils poursuivent les traditions des nobles, vont à la messe plusieurs fois par jour,
pris pour eux-mêmes et pour leurs familles, et sont fortement convaincus d'appartenir à un petit groupe d'élus que Dieu a personnellement choisi. Ils attendent tous ce que les Saintes Écritures ont promis: l'Apocalypse qui effacera la populace et le retour du Messie qui régnera sur les bons, eux. Cependant, 2000 ans ont passé, et le Messie n'arrive jamais. La population mondiale est maintenant de 7 milliards d'individus, et les intellectuels contestent ouvertement l'hégémonie des financiers, qui passent alors à l'action sans attendre les Saintes Écritures. Tout d'abord, ils tentent de réduire la meute en prônant le quasi-stop aux naissances dans le monde entier, surtout en Afrique. Puis ils profitent des guerres, de l'immigration, des attentats, des agents infectieux qui causent une crise économique, qui ruinent le commerce, détériorent le rapport entre les personnes et font baisser les naissances dans le monde entier. En bref, l'Apocalypse tant espérée. Les financiers se félicitent. Ils ont exagéré, mais ils ont atteint leur but. La populace est immobilisée et ils ont tout prévu. Sauf le hasard. Il arrive en fait qu'un chef financier tombe fortuitement victime d'un accident mortel. Comme il croit à l'enfer et qu'il ne veut pas y aller, il confesse publiquement ses crimes et ceux de ses compagnons, si bien qu'à l'aube suivante, les gendarmes frappent aux portes des derniers privilégiés, les renferment dans une prison et en jettent la clé. Débute alors une renaissance mondiale où l'unique privilège est le mérite. Internet remplace la télévision, le niveau de l'éducation s'élève, la foi n'est prise que comme une question personnelle et la rapidité des informations empêche la plupart des opérations frauduleuses. Peut-être l'euphorie générale a-t-elle débloqué un mécanisme dans le cerveau humain, car à cette époque, les connexions entre ces neurones doublent et il devient d'un seul coup plus performant. Dans cet état élevé, l'homme s'éloigne du spirituel et découvre d'autres choses, réelles, très importantes. Il découvre que l'univers est un corps compact, entièrement composé de particules autonomes et intelligentes, communiquant entre elles par une toile d'araignée cosmique. Quand ces particules sont inactives, elles sont invisibles et forment le vide. Mais quand elles s'activent, elles s'assemblent, formant la matière visible de l'univers, les corps. Ces corps vibrent tous, de la pierre à l'animal, et en étudiant ce phénomène, l'homme comprend l'importance des fréquences sonores. Il réétudie alors les pyramides et leurs fonctions, il relit les anciens textes orientaux et remarque que cette branche de la science est ancienne comme le temps. Elle affirme que le corps humain vibre à des fréquences différentes selon son état d'esprit et qu'il est nécessaire de casser ces vibrations pour le ramener à l'état idéal. Le multimillénaire mantra oriental produit un effet sonore qui casse les fréquences du corps, les ramenant à la juste vibration. Le bol sacré aux 7 métaux et la récitation de l'homme de l'hindouisme sont d'autres moyens pour obtenir les bonnes fréquences. Le bouddhisme japonais prévoit des heures de mots à répéter vite
obtenant un effet physique et mental super performant. C'est le son de la basse, répété jusqu'à la transe, qui oblige les gens à danser ou à s'éloigner. Pour casser n'importe quoi, même quelque chose d'énorme, il suffit de le taper de façon répétitive, comme la torture chinoise de la goutte d'eau. C'est pour cela que les officiers romains ordonnaient d'arrêter la marche cadencée sur les ponts pour ne pas les casser. Dans l'homme, ces vibrations sont produites par les nerfs, et ceux du cerveau déterminent les pensées et les actions. Savoir orienter ces vibrations et leurs fréquences signifie développer l'intelligence des humains et même des robots. Quand les hommes apprennent à maîtriser les fréquences, leur destin s'améliore. Les rapports sociaux deviennent faciles, les sages donnent leur opinion sans se faire tuer, et la paix devient la normalité. Tout un chacun commence à apprécier le vrai goût de la vie. Le seul ennui est d'être contraint de travailler, et l'homme n'aime pas la fatigue. Alors, grâce à son intelligence, il invente des machines extraordinaires, des automates alimentés par la nature, capables de produire la nourriture et tout ce qui est nécessaire à la survie. C'est l'âge d'or. Bienheureux ceux qui vivent cette épopée. La terre est un paradis où les hommes et les femmes errent, nus, heureux et sans souci, se consacrant librement au jeu, à la nourriture, à la paresse et à tout ce qui leur passe dans l'esprit. La nécessité de travailler n'existe plus et l'argent a disparu. On mange gratuitement au poste de restauration automatisé et on habite et voyage sur de confortables habitations volantes alimentées par l'énergie solaire. Tout se déroule très bien. Mais un seul siècle d'oisiveté suffit aux hommes pour retourner à l'état naturel et oublier la technologie. À l'abandon, sans entretien, les machines de la survie sont envahies par les plantes et quand les moteurs s'arrêtent, c'est le désastre. L'homme cherche en vain la nourriture là où il l'a toujours trouvée. Affamé, il est contraint de la chercher ailleurs, mais ne sachant plus chasser ni grimper, il est obligé de se courber vers le sol pour arracher les tubercules, réutilisant les 4 pattes. Dans cette position, l'homme est redevenu un singe. Dans l'univers infini, rien ne change. La galaxie blanche comme le lait erre tranquille dans l'espace, et sur la Terre vit un nombre incalculable de plantes et d'animaux dont l'unique but est de se nourrir et de se reproduire. La vie se serait déroulée paisiblement s'il n'y avait eu ces singes. Il y a en effet des primates qui se distinguent par l'attention spéciale qu'ils portent aux forces de la nature. C'est la foudre qui attise le plus leur curiosité, lorsqu'ils la voient s'abattre sur les arbres, les transformant en torches de feu. Et ils constatent qu'il n'y a aucun animal, gros ou petit, sur terre, qui ne s'enfuit devant ces flammes. Un soir, traqué par un tigre qui le veut pour son dîner, un de ces primates ose saisir une branche incendiée par la foudre, et sous le regard admiratif de ses frères, il la brandit vers le fauve, qui s'enfuit à toute vitesse, terrorisé. Ce primate est monté sur la première marche d'une ascension qui l'amènera à un niveau supérieur
à tout être vivant. Une fois de plus, et qui sait combien d'autres fois encore, l'évolution humaine recommence d'où elle est partie, du singe. Dans l'univers infini, rien ne change. La galaxie blanche comme le lait erre toujours dans l'espace, et la Terre héberge encore un nombre incalculable de plantes et d'animaux. Quant à l'Odyssée de l'homme, la toile cosmique a tout noté et tout répertorié. Peut-être même que les particules s'amusent avec les péripéties humaines sans pour autant leur donner trop d'importance. Il faut le savoir. Pour les particules, les femmes et les hommes ne sont rien d'autre que des animaux ingénieux. Moins cependant que les fourmis.